d'être restés. Donc, on a fait un survol un peu à l'échelle mondiale. Maintenant, on va plonger un peu plus dans les impacts et l'adaptation, donc plus à l'échelle du Québec. On a vu, dans le fond, l'importance de réduire à la base nos émissions à la source. Par contre, le phénomène ne pourra pas s'inverser aussi rapidement. Il y a déjà des impacts au Québec sur lesquels il faut intervenir. Donc aujourd'hui, je vous parle des aléas côtiers, donc la zone côtière sur le bord de la mer, dans l'est du Québec. Et c'est un travail que je fais avec le laboratoire de recherche et de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières à l'Université du Québec à Rimouski. Donc, premièrement, d'entrée de jeu, vous avez peut-être vu passer dans les dernières semaines, dans le cas du séisme de l'Aquila, donc 6 ans de prison pour des scientifiques. Alors, si vous me sentez un peu catastrophiste ce soir, ben, c'est parce que je ne voudrais pas aller en prison. Qui sommes-nous à l'UQAR? Alors, le Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières, ou plus familièrement appelé le LDGIZC, a été créé en 2003 et également en a découlé la chaire de recherche en géosciences côtières créée en 2008 et c'est une initiative de plusieurs ministères au Québec. Nous sommes une équipe de 15 professionnels de recherche, 7 étudiants gradués dont je fais partie, et une dizaine d'employés qu'on embauche à chaque année pour nous aider à être nos yeux, nos oreilles, nos mains sur le terrain. Et tout ça est mené par le chercheur Pascal Bernatchez et son acolyte Guillaume Marie. D'abord, une petite définition d'un aléa côtier. Qu'est-ce que c'est? Premièrement, c'est un phénomène naturel qui a un impact sur son milieu, c'est très général, et il y en a deux types principaux qui affectent la zone côtière. Le premier, c'est l'érosion côtière, qui est donc ce phénomène d'ajustement qui entraîne un recul de la côte par des processus qui sont soit marins, terrestres ou aériens, ou tous ceux-là combinés ensemble. Donc, comme vous pouvez voir sur la photo qui est en haut, parfois ça a des impacts qui sont très importants. Le deuxième aléa côtier, c'est la submersion, qui est, elle, l'inondation de terrains côtiers par le niveau de la mer ou par le déferlement des vagues sur le continent. Donc, on voit ici sur la photo en bas un événement qui s'est produit dans l'est du Québec le 6 décembre 2010. Ça va bientôt faire 2 ans. Et vous, peut-être ici dans le sud du Québec, vous vous rappelez des inondations du Richelieu. Bien, nous, 6 mois avant, en décembre 2010, donc il y a eu ces grandes marées qui ont causé des millions de dollars de dommages dans l'est du Québec. On s'en rappelle. Donc, ces aléas côtiers ont de nombreux enjeux ici même au Québec. Donc, premièrement, au niveau du cadre bâti et de la sécurité des personnes. Il y a des maisons carrément qui sont très près, comme on peut voir sur la photo en bas à gauche. C'est à Sainte-Luce, dans le bas du fleuve, où les vagues déferlent et viennent carrément sur la promenade, qui est aussi la principale zone commerciale dans ce village. Il y a des enjeux au niveau des infrastructures de transport, que ce soit la route 132 sur la rive sud en Gaspésie, qui fait le tour de la Gaspésie, ou la 138 sur la Côte-Nord. Comme on peut voir sur la photo du centre à Rimouski, parfois la route n'est plus praticable et coupe carrément certains villages d'accès et les rend complètement isolés du reste du Québec pendant plusieurs jours. D'autres enjeux au niveau des infrastructures portuaires, la qualité de vie de manière générale des communautés, quand on dit que ça affecte dans le fond les activités commerciales, ce sont plusieurs moteurs économiques qui sont affectés par les aléas côtiers, donc activités économiques, également culture et patrimoine sur le place, les habitudes de vie sont en changement aussi. Et finalement, comme on peut le voir à l'île verte dans la photo à droite, les habitats naturels, ici on voit un marais qui est à l'île verte et qui subit une grave érosion, on peut voir là qui est clairement en recul. Donc on peut dire qu'on a un environnement qui est changeant. À l'intérieur de cet environnement-là, il y a ces phénomènes naturels-là, les aléas naturels, qui font partie de la dynamique, comme Julie Payette le disait tantôt, depuis très très longtemps. Par contre, ce qu'on observe, c'est une accélération à l'interface avec ce milieu naturel-là. On a les activités humaines, donc les personnes, le bâti, nos maisons, nos routes, et entre les deux, donc, se crée la notion de risque. Donc, on a des personnes du bâti qui est à risque de subir les impacts de nos phénomènes naturels. Par contre, ce qu'on voit depuis au moins 2 décennies, c'est cette accélération de ces phénomènes naturels-là dus au changement climatique, et ça se passe dans notre cours. Donc, comment varient les aléas côtiers? Aujourd'hui, je vous en présente 4. Donc, l'augmentation des cycles de gel-dégel, diminution et absence de la glace de mer, la variabilité dans les tempêtes et la hausse du niveau de la mer. Donc, ce sont ceux qui nous intéressent le plus quand on parle de la zone côtière. Il y en a d'autres.
Donc, les deux premiers affectent les falaises meubles et rocheuses du Québec, donc les côtes qui sont plus hautes par l'érosion. Et les trois derniers affectent les côtes qui sont basses. On parle plus des plages, des cordons de sable qui s'avancent dans la mer, par exemple, et qui sont affectés à la fois par cette érosion, mais aussi, comme ils sont très bas en altitude, sont affectés par la submersion par la mer. Donc, comment est-ce qu'ils varient dans le temps? Alors, premièrement, au niveau des cycles gel-dégel, ce qu'on observe en ce moment avec les tendances climatiques, c'est l'hiver qui nous affecte le plus au niveau de la zone côtière, donc une augmentation des redoux hivernaux. Vous avez peut-être noté que dans la dernière décennie, il y a eu plus de pluie pendant les hivers. On a eu des Noëls très, très gris et sans neige. Donc, c'est un reflet, dans le fond, de ces tendances-là qu'on observe dans des moments où on passe au-dessus du point de congélation pendant nos hivers. Ça affecte principalement donc des falaises rocheuses, comme vous pouvez voir ici, sur la côte nord, en particulier celles qui regardent vers le sud. Pendant la journée, elles dégèlent et pendant la nuit, elles regèlent. Et dans le fond, le fait que l'eau regèle, ça prend de l'expansion et ça mobilise, ça détruit un peu la structure interne de la falaise et ça tombe, comme vous le voyez, sur la plage, dans le fond. C'est bon pour le sirop d'érable, mais c'est pas bon pour les côtes. Pour continuer, le deuxième paramètre qui change en ce moment beaucoup, c'est au niveau de la couverture de glace. On a vu plus tôt avec la présentation de Julie Payette que la couverture de glace... non, Voilà, reporté. Donc, on a vu que la couverture de glace diminue drastiquement, mais ça se passe aussi ici. Dans le fond, ce qu'on observe, je vous présente le petit graphique ici. Alors, vous avez les dates depuis le début des mesures de couverture dans le Saint-Laurent ici, donc la banquise pendant l'hiver, depuis les années 60. Et sur l'axe vertical, vous avez le pourcentage de couverture qu'on peut voir à partir des images satellitaires. Et si on regarde la longue série en rouge et en vert, on voit que la pente, elle descend. Donc, c'est vraiment une diminution dans la couverture. Par contre, si on se limite là, à la zone qui est en vert, les 2 dernières décennies, on voit que la pente est 2 fois plus rapide dans la diminution de la couverture de glace. Et on projette, dans le fond, que d'ici 2050, on va perdre 45 à 70 % de notre couverture de glace pendant l'hiver. Et d'ici 2100, on aura fort probablement des hivers où il n'y aura pas de banquise sur le Saint-Laurent. Et ça, c'est majeur, entre autres, pour les phoques qui doivent mettre bas et se rapprocher de plus en plus des habitations. Mais c'est aussi majeur pour les habitations comme telles et le phénomène de l'érosion côtière. Le troisième paramètre sur les 4, donc, c'est la variabilité dans les tempêtes. Il y a une certaine incertitude par rapport au nombre futur des tempêtes. On ne peut pas prédire exactement quand est-ce qu'une tempête va se produire et quelle va être son intensité. On les voit venir quand les systèmes météorologiques se forment, puis là on dit « Oh, attention, celle-là va être une bonne grosse ». Par contre, on peut certainement dire que la réduction de la glace, de la banquise, qui, elle, agissait comme une protection pour nos plages, va faire que toutes les tempêtes qui, dorénavant, vont se produire pendant l'hiver, vont avoir des impacts sur la côte. Donc, on parle d'une hausse du nombre de tempêtes effectives, qui ont des impacts effectifs. Puis ici, on a répertorié, dans le fond, les 8 événements qui ont touché plusieurs régions dans l'Est du Québec dans le dernier siècle, depuis qu'on a des séries météorologiques, donc les 8 plus gros événements. Et j'attire votre attention sur les 4 derniers, dans le carré rouge en bas. Donc, parmi ces 8 événements-là, il y en a 4 qui sont survenus depuis les années 2000. Donc, on n'est pas capable de dire s'il y aura effectivement une augmentation du nombre de tempêtes, mais on est capable de dire que leur potentiel destructeur, lui, augmente certainement. Ce qui était considéré comme une tempête à récurrence, par exemple, 50 ans, dorénavant va se produire peut-être tous les 10 ans. Et ce qui était à récurrence tous les 20 ans va se produire peut-être à toutes les 1 année, 2 années dorénavant. Donc, c'est majeur au niveau des impacts. Et finalement, cette fameuse hausse du niveau de la mer, dont je ne rentrerai pas dans les causes, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des observations depuis donc, les années 70, très fines, et même plus en arrière à d'autres endroits. À partir de 90, vous voyez un cône gris, qui sont les projections du GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc qui est ce groupe qui modélise le climat à l'échelle mondiale.
Donc, à partir des projections qui avaient été faites, il y avait ce cône en gris qui disait ça va augmenter à peu près dans cette fourchette-là. Et ce qu'on observe donc en bleu, ce sont les observations satellites qui s'avèrent, dans le fond, se calquer sur les scénarios qu'on pensait qui étaient les plus catastrophiques. Et on voit même qu'il y a certaines années où ça dépasse le scénario catastrophe qu'on avait prévu. Donc, récemment, les projections ont été mises à jour et ce qu'on voit, c'est à l'échelle mondiale, une augmentation prévue entre 60 et 180 cm d'eau. M. Lincoln, tantôt, parlait d'un seuil critique autour d'un 1,5 mètre, 2 mètres pour certaines îles. Bien, les projections d'ici 2100 sont à ce niveau-là. Et il y a d'autres scénarios plus catastrophiques qui parlent encore plus haut. Concrètement, si on compare avec le dernier siècle, le 20e siècle, le niveau de la mer a augmenté de 1 à 2 mm par année. Dans la dernière décennie, ça a plus que doublé, de 3 à 3,5 mm par année. Et les prévisions d'ici 2100, si on transforme les données qu'on a en haut, c'est donc 6 à 18 mm par année. C'est tout un autre ordre de grandeur. Et donc, c'est du jamais vu dans notre histoire humaine, ce qu'on verra dans le prochain siècle au niveau de la zone côtière. Au Québec, qu'est-ce que ça nous fait concrètement? Alors, en 2006, vous avez donc toutes les zones qui sont en rouge. Peut-être que ça c'est fin, mais bon, on voit quand même une bonne partie là, de l'est du Québec. Donc, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, la région de la Capitale-Nationale, Côte-Nord, aussi la baie des Chaleurs, sans oublier les îles de la Madeleine complètement à droite. Donc, pour le Québec, en 2006, il y a certaines régions donc, qui ont des taux de recul, qui ont des pourcentages de leur côte très élevés, comme 69 en Gaspésie de leur littoral, qui fait face à l'érosion concrètement. Donc, ce sont des endroits où on observe que la ligne de côte recule. Donc, il y a des régions où c'est la quantité, le pourcentage de côte qui est très important, mais il y en a d'autres, comme dans Chaudière-Appalaches, où c'est seulement un tiers des côtes, 35 mais où les taux de recul sont phénoménaux de plus de 1 mètre par année. Donc, je ne sais pas si vous pouvez concevoir, je ne sais pas combien de temps ça fait que vous vivez dans votre propre maison, mais mettez-la au bord de la mer. Disons que vous vivez là depuis 10-15 ans. Bien, dans le fond, s'il y avait 10 ou 15 mètres devant vous, dites-vous que maintenant la mer est rendue au pied de votre balcon. Donc, réfléchissez un peu à ce que ça peut faire, dans le fond, à notre qualité de vie au quotidien. En tout cas, personnellement, je ne voudrais pas être dans cette situation-là. On peut donc dire qu'on a un environnement en transition et fort probablement qu'on aura une augmentation de ce qu'on appelle ces aléas côtiers-là et donc une augmentation prévue des risques à la fois sur les personnes, mais aussi sur le bâti, les maisons, les routes. Donc, au total, au Québec, c'est 60 des côtes qui font face à l'érosion et c'est 43 qui seraient à risque de submersion parce qu'elles sont trop basses. Qu'est-ce qu'on fait? Enjeux et stratégies d'adaptation. Alors, traditionnellement, on utilisait des techniques assez rigides pour se protéger contre l'érosion côtière. On sait que ça a toujours été là dans le paysage, mais ça semble s'accélérer. Donc, ce qu'on faisait autrefois, ce sont ces murets que vous voyez à gauche de bois, assez verticaux, et on voit un peu plus à droite, donc un enrochement, et ça, c'est situé à Maria, dans la baie des Chaleurs. Par contre, ces structures qui sont traditionnelles, dans le fond, en ce moment, devant cette accélération du phénomène à la fois d'érosion et de submersion, sont mal adaptées. Ici, dans notre fameuse tempête du mois de décembre 2010, à Sainte-Flavie, il y a 50 la moitié des ouvrages de protection qui ont été très endommagés ou